Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Femmes, genre et politique. C'est l'objet de notre rendez-vous bi-hebdomadaire Savoir politique d'aujourd'hui sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre émission sur Océan FM. Nous parlerons donc dans ce numéro de Savoir politique du genre, de la femme et de la politique. Quelle est la situation de la femme en politique? Pourquoi les femmes ont-elles des difficultés à émerger sur la scène politique malgré les interventions de plusieurs organisations dans notre pays? Comment perçoit-on la problématique du genre dans nos sociétés et dans nos différentes cultures? Nous ne pourrions évoquer cette thématique sans nous intéresser aux préoccupations sur l'égalité des sexes et parler de la parité aussi. Femmes, genre et politique, donc c'est le thème, objet de l'émission. Nous avons invité pour vous, au studio, des personnes averties pour nous aider à répondre à ces différents questionnements. Ces invités ont pour nom, nous avons M. Darius Vegba, vous êtes sociologue de développement, administrateur de projet et expert en genre. En face de vous, nous avons Mme Mireille Agossou, juriste et formatrice en genre et développement. Bonsoir, Mme Agossou. Bonsoir. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Alors, chers invités, merci de participer à cette émission. Au micro, c'est Alain Toussaint. J'anime cette émission avec mon confrère Vigile Ouessou. Bonsoir, Vigile. Bonsoir, Alain Toussaint. Oui. À la technique, nous avons Hilaire Espoir Aguenon. C'est parti donc pour votre émission. L'émission Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Elle est coproduite par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO, un laboratoire de recherche en sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi et votre radio, la radio Océan FM. Le CESPO est dirigé par Hygien Kakaï, professeur agrégé en sciences politiques et coordonnateur du master recherche en sciences politiques fondamentales. Dans cette émission, vous allez suivre comme d'habitude la chronique sur le thème. Et notre thème, bien sûr, aujourd'hui, femmes, genre et politique. Ce sera autour de 18h30. Elle a été réalisée par le docteur Abigail Elidia, docteur en sciences politiques, en sociologie du développement. Cette chronique va vous éclairer davantage sur le thème du jour. Remue-ménage est encore au rendez-vous. Vos messages sont attendus pour apporter des réponses à la question du jour. Cette question, elle est: Justine Béhanzin a été la première femme nommée ministre dans l'histoire politique du Bénin. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Pour participer, il suffit d'envoyer vos réponses via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 ou également sur notre page Facebook Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO. Je reprends la question donc pour vous. Justine Béhanzin a été la première femme nommée ministre dans l'histoire politique du Bénin. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Envoyez vos réponses via WhatsApp au numéro 94 11 29 09. La précision et la concision sont très importantes dans vos réponses. Plusieurs leçons à gagner, notamment des ouvrages offerts par l'ambassade des États-Unis près le Bénin et le CESPO. Alain Toussaint. Dans une trentaine de minutes, le temps standard sera aussi ouvert donc, aux auditeurs pour leur permettre d'intervenir en direct sur l'émission, pour apporter leur contribution ou bien pour poser des différentes préoccupations sur le thème, en appelant les numéros 05 00 24 24 ou encore le 61 53 90 53. Alors, Madame Mireille Agossou, on parle du genre, de femmes et politique. Alors, dites-nous, nous avons ici invité, nous avons un homme et nous avons une femme. Est-ce que c'est la manifestation ou la pratique du genre? Déjà, merci pour la politesse et pour la galanterie de passer la parole à la femme d'abord. Oui. Bon, est-ce que c'est déjà la manifestation du genre? Oui et non. Parce que même si c'était 2 hommes sur le plateau, ce serait quand même le genre. Si c'était 2 femmes, ce serait pareil. Bon, si c'est un homme et une femme, c'est tant mieux. Vous voyez? C'est pour justement avoir l'avis d'une femme, l'avis d'un homme par rapport à la question. Donc, oui, si vous voulez. D'accord. C'est déjà la manifestation du genre. Du genre, oui. Merci bien. Monsieur Darius Vegba, que recouvre la question, c'est-à-dire le concept même de genre? On entend parler de ça un peu partout, mais concrètement, aidez-nous à
à entrer, à décrypter un peu ce concept-là. Ok, merci monsieur le journaliste. Je commence par vous remercier de nous avoir invités à ce panel de discussion sur votre radio. Je salue madame qui est en studio avec nous également. Je dois commencer par dire que la réponse à votre première question introduit déjà la définition un peu du concept genre. Madame a dit, si on avait deux hommes, pour parler de la question ici ce soir, ça aurait pu bien être du genre. C'est-à-dire le genre, il y a plusieurs confusions qui se font par certaines personnes du fait de questions de compréhension et autres. Le genre n'est pas, je vais commencer par éliminer quoi. Oui. Donc le genre n'est pas homme et femme, tout simplement. Ce n'est pas une question de sexe. C'est pas une question de sexe. Le genre, c'est tout d'abord les rapports entre les acteurs sociaux dans une société. C'est-à-dire que, comme elle a dit, il pourrait y avoir deux hommes ici. Est-ce que les deux hommes sont compétents pour débattre du sujet du jour? Oui. Si c'est oui, alors on est en train de faire du genre. Donc le genre, ce n'est pas un focus sur ce que la femme peut faire ou bien ce que l'homme ne peut pas faire. Donc c'est d'abord une analyse c'est l'analyse du rapport entre les acteurs dans la société. Donc qu'est-ce que chaque acteur peut amener comme contribution à la gestion de la cité. Donc c'est déjà ça un premier niveau de définition du genre. Madame Mireille Agosso, c'est donc dire qu'entre genre et femme, en ces deux concepts, il y a bien largement une différence. Et bon, évidemment qu'il y a une différence. Et bon, en général, la compréhension que nous avons, et le commun des mortels en général, dès qu'on parle du genre, on pense tout de suite à la femme. Oui. Mais la femme n'est qu'une composante du genre. Et même en grammaire, nous avons deux genres. Il y a le masculin, il y a le féminin. Je crois qu'il y a le neutre aussi. Oui. Mais le neutre est utilisé pour les choses et pour les animaux. Et pour ceux qui ont fait allemand, au latin, c'est dans la tête. Vous voyez, il y a un article qui est bien là pour le neutre en allemand. En français, ce n'est pas le cas. En français, c'est il ou elle. Vous voyez, donc, il y a une confusion, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes. Donc, il y a le mâle, il y a la femelle chez les animaux, mais chez l'homme, il y a la femme, il y a l'homme. Vous voyez, donc nous avons ces deux composantes-là. Et comme M. Vegba a dit tout à l'heure, lui, il a parlé de rapports sociaux. Parce que, en fait, quand on rentre dans la théorie du genre, en fait, on ne s'appesantit pas sur le sexe. Mais on s'appesantit justement sur les rapports qu'il y a entre ces deux genres, hommes et femmes. Même si on s'intéressait aux animaux, ce serait pareil. Et vous prenez le lion et la lionne, par exemple. C'est la lionne qui chasse, contrairement à ce qu'on pense. Vous voyez? Donc, même chez les animaux, on arrive à faire des différenciations entre la fonction qui est dévolue à chacun. Ouais. Je crois que c'est surtout ça qui est mis en exergue. Mais vous voyez, comme toute science, il faut toute une construction autour de la chose pour justement, afin qu'on puisse lui reconnaître le caractère de science. Okay. Alors nous l'avons compris. Donc, alors, en quoi le genre est nécessaire en développement? Parce que toutes les politiques, les gens reviennent, il faut tenir compte du genre et tout. En quoi, monsieur Darius Beva, dites-nous en quoi effectivement le genre est nécessaire pour le développement? Qu'est-ce qui prouve que c'est un stimulateur de développement? Ok, j'avais commencé par dire tout à l'heure que le genre, c'est les rapports qui se définissent entre les acteurs sociaux. Et madame est revenue pour un peu étayer en ce qui concerne les acteurs que nous pouvons avoir dans une société. Donc on a toujours, que ce soit en société humaine, on a l'homme et la femme. Chez les animaux, on a la femelle et le mâle. Alors, le développement, c'est d'abord une conjugaison des actions de tous les acteurs qui constituent la société.
Donc c'est un peu ça le développement. Tout ce que nous faisons concourt au développement. Pourquoi le genre en développement? Figurez-vous, nous avons deux genres humains, donc l'homme et la femme. Et je dis le développement, c'est la conjugaison des efforts, des actions de tous les acteurs. Si dans la société, nous avons une catégorie d'acteurs qui est au premier plan, qui exerce, qui acte, et que nous avons une autre catégorie d'acteurs qui n'est pas actif, alors on n'est pas en train de faire du développement. On ne peut pas avoir du développement tant qu'on n'a pas les deux gens qui contribuent à l'action, à faire avancer la société. Donc, en fait, c'est de là qu'une prise de conscience a été faite. Quand on parle de gens, j'ai dit il y a des acteurs qui sont au premier plan, d'autres qui ne le sont pas. Ce qu'on constate dans nos sociétés, c'est souvent les hommes qui ont été au premier plan en majorité. Et on ne peut pas avoir un développement tant qu'on va avoir qu'une catégorie, donc que les hommes qui sont au premier plan, qui exercent, qui agissent. On a donc une autre catégorie, donc on a un autre genre, donc les femmes qui ont aussi du potentiel, qui ont de la ressource à apporter pour que nous ayons une amélioration des conditions de vie de la société. Donc voilà ce qui justifie que nous devons avoir du genre dans le développement. Madame Mireille Agossou, du genre dans le développement, mais est-ce que cela ne se heurte pas aux pesanteurs sociologiques et socioculturelles? Il arrive qu'on retrouve même des hommes d'un certain niveau intellectuel, mais qui sont réticents face à la question du genre. Oui. Bon, cette réticence-là, c'est parce que on voit déjà la finalité. On se dit, si on prend en compte le genre, c'est donner le pouvoir à la femme. Et si on donne le pouvoir à la femme, ça veut dire que elle va en user. N'est-ce pas vrai? Et peut-être en abuser. N'est-ce pas vrai, madame? Pourquoi pas? Non, soyons sérieux. Oui, bien sûr. En fait, le genre est vraiment nécessaire dans le développement, comme M. Weber vient de le dire. Vous voyez, on a dit, derrière un grand homme, il y a toujours une femme. Et derrière une femme, derrière une grande femme, il y a toujours un homme. Mais vous voyez, le socle d'une famille, c'est la femme. Parce que c'est elle qui a le pouvoir domestique, c'est elle qui s'occupe, c'est-à-dire c'est elle qui s'occupe de l'entretien de la maison, c'est elle qui s'occupe des soins tant au mari qu'aux enfants, et même les relations avec la belle famille. Et vous voyez, la femme a un rôle communautaire très fort. Quand il y a un décès, quand il y a un mariage, en tout cas, dès que la communauté doit se retrouver, vous voyez, la femme a un rôle. Vous prenez les réunions, par exemple. Il y a une réunion, peut-être les hommes sont assis pour décider, mais vous allez voir que les femmes, elles vont et viennent. Elles vont et viennent, parce que ceux qui sont en réunion à un moment donné, ils auront faim. Et il faudrait qu'ils mangent. Vous voyez, même si ce n'est pas un rôle important, c'est fondamental. Donc, c'est la femme qui éduque principalement les enfants, filles comme garçons. Vous voyez? Donc, une femme ignorante, elle va sans doute éduquer les enfants, mais est-ce qu'elle leur donnera tout le leadership nécessaire pour pouvoir affronter les difficultés de la vie? Certainement, parce que je connais des femmes illettrées qui s'en sortent très bien. Mais quand une femme est lettrée, quand elle a été à l'école, elle s'en sort encore mieux. Vous voyez? Donc c'est important. Et tout à l'heure, M. Vegba disait, mais vous voyez que les hommes, à eux tout seuls, ils ne peuvent pas faire l'économie, ils ne peuvent pas faire l'industrie, ils ne peuvent pas faire tout ce qui concerne la société. Vous prenez un homme et une femme, deux étudiants, comme on avait l'habitude, deux hommes, enfin une femme et un homme, qui ont fait leurs études ensemble. Mais l'homme, il se marie, enfin, il essaye de trouver du travail avant de se marier. La femme, avant de finir son cursus, est peut-être déjà mariée. Vous voyez?
Et donc, elle va perdre du temps, elle va perdre au moins peut-être 2, 3, 4, 5, voire 10 ans dans la maternité. Pendant que l'homme évolue. À un moment donné, ils ne sont plus sur la même échelle. Parce que elle, tous les 10 ans qu'elle a passé dans la maternité, ça la ramène en arrière. Ouais. Vous voyez? Alors que l'homme évolue. Et vous voyez, le temps que lui, il travaille, il se fait de l'argent, il achète une parcelle, il construit, la femme, elle a quoi en ce moment-là? Pratiquement rien, sinon son investissement passe dans l'éducation des enfants. Et à un moment donné, elle se dit, bon, si c'est une femme qui est assez volontaire, elle va dire, bon, peut-être je vais faire un petit commerce. Vous voyez, elle va commencer à faire son petit commerce. Mais vous allez voir que, comme elle n'a pas suffisamment de moyens, ben, elle va sans doute évoluer dans l'informel. Maintenant, si elle évolue dans l'informel, combien d'impôts elle veut payer? Mais Madame Gossou, cette situation de la femme, est-ce que ce n'est pas dû à nos pesanteurs sociologiques, comme je le demandais? C'est justement pour ça que je donne tous ces exemples-là. Mais l'expérience a prouvé également que l'homme qui dit à sa femme de ne pas travailler, souvent, il doit être prêt à tout assumer dans la maison. Mais l'expérience a prouvé que il est tout le temps de mauvaise humeur parce qu'à un moment donné, il dit à la femme, mais c'est moi qui fais tout dans cette maison. Et la femme, si elle a de la répartie, elle dira, c'est toi qui as refusé que je travaille. Vous voyez? Donc, pesanteur sociologique, d'accord. Mais il y a les réalités aujourd'hui qui font que l'homme, il préfère quand même que la femme ramène quelque chose à la maison. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il accepte que la femme mène, malgré tout, une activité génératrice de revenus. Parce qu'il sait que son salaire, à lui tout seul, ne pourra pas lui permettre... Regardez la rentrée scolaire. Quand vous faites le tour des râles et tout ça là, vous voyez, ça nous faisait rire parce qu'on a dit, mais il y a 5-6 ans, râle, avant la rentrée, tout était déjà fini. Ouais. Mais aujourd'hui, à plus de près de 2 mois de la rentrée, c'est encore plein. Vous voyez? Donc, si la femme ne travaille pas pour apporter un peu de ressources pour compléter celui de son mari, et comment il va s'en sortir peut-être avec 4-5 enfants? Pour pesanteur sociologique, d'accord. Mais je vous dis que aujourd'hui, les hommes, le problème se pose même chez les hommes lettrés. Les hommes illettrés, en général, c'est vrai, c'est moi le chef de famille, ils sont jaloux de leur autorité maritale, ce qui ne devrait pas être le cas parce qu'on a un code des personnes et de la famille. Mais ils ont toujours ils sont jaloux de cette autorité-là. Les femmes leur concèdent ça pour la tranquillité, pour la paix dans le foyer. Mais ils savent que c'est toujours bon que la femme ait une activité génératrice de revenus. Parce que c'est plus facile de dire, comme on dit en fond, mais mon omito, allez voir votre maman. Vous voyez, le matin, quand il doit partir au boulot, il n'a pas d'argent. Il dit, voyez votre maman. Et la maman, elle est fière de pouvoir donner de l'argent. Vous voulez dire qu'il faut faire l'effort de transcender ces pesanteurs? Oui, absolument. Mais aujourd'hui, les gens transcendent facilement les pesanteurs. Ok. Alors, nous avons compris, mais nous sommes dans un... Effectivement, on comprend qu'il y a un déséquilibre dans les rapports et où il faut absolument corriger. Alors, mais revenons dans les femmes. On va s'intéresser maintenant les femmes en politique. Et on a constaté que l'histoire donc, de notre pays a montré que nous avons eu très peu de femmes dirigeantes. Et nous avons 2 exemples qui retiennent notre attention, la reine Pokou et Cholet Baoulé et celui de Tassi Angbé dans le Dahomey. Alors, ce sont des exceptions. Alors, est-ce que l'histoire même ne limite pas la femme en politique? Quand on suit un peu. Monsieur Marius, je sais pas. Darius, excusez-moi. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et je reviens tout un peu en arrière sur la question relative aux contraintes sociologiques du discours sur le genre. Sur les genres. Non, si on parcourt justement l'histoire,
très anciennes jusqu'à l'exemple que vous venez de citer, la reine Pokou, les femmes ont été bien présentes dans l'arène politique à des rôles donnés. Il faut dire que l'organisation sociale et politique des sociétés africaines était bien organisée, bien structurée par le passé, où chaque acteur avait bien des rôles. Les femmes avaient bien des rôles dans la gestion de la cité. On a connu des reines, on a connu des femmes, on a connu l'épopée des Amazones ici au Bénin. Donc, au Dahomey, c'est pour dire que les femmes ont toujours eu une position que la société, que l'organisation de la société leur a conférée. Maintenant, chemin faisant, on se rend compte qu'il y a les besoins sociaux, les nouveaux défis de développement font que les rôles doivent bouger. Les rôles dans lesquels les femmes étaient jadis confinées ne peuvent plus être on ne peut plus continuer à les confiner dans ces rôles pour avoir un développement harmonieux, pour avoir un développement équilibré. Donc c'est ce qui justifie d'ailleurs la question du genre dans le développement. Avant, on pouvait se contenter qu'une femme, oui, elle aide au ménage, elle aide à préparer et autres. Ça pouvait suivre. Mais maintenant, on a besoin que cette ressource qui constitue la femme participe aussi à l'économie, à la macroéconomie, aussi bien à la macroéconomie qu'à la microéconomie. Donc, qu'elle intervienne aussi bien dans les sphères de décision majeure, bien entendu, qu'elle y était, les femmes étaient bien dans les sphères. Maintenant, quant à la question de savoir, vous disiez... Oui, est-ce que l'histoire même, notre histoire, parce qu'on a eu très peu, on enregistre très peu de femmes. Oui, bon, il ne faut pas se leurrer aussi, toutes les sociétés ont leur forme d'organisation, ont leurs normes, ont leurs coutumes. Nous avons, pour ce qui concerne le Bénin, une société patriarcale, donc c'est les hommes c'est l'homme qui est chef de famille. Dans d'autres sociétés, par contre, ce sont les femmes qui dirigent, ce sont les femmes qui dirigent la famille, c'est la femme qui est chef de famille. Pour notre société, ce n'est pas ça. Mais on peut se rendre compte que ce système patriarcal où l'homme est dominant et tout, a des limites face aux exigences modernes de la gestion de la société. Ouais. Donc, on ne peut plus continuer à dire l'homme est chef de famille, l'homme va tout faire, c'est lui qui va travailler. Non. On a aujourd'hui besoin que les femmes aussi... De faire bouger les lignes. De faire bouger les lignes. Et les lignes bougent d'ailleurs. On a de plus en plus des femmes qui ont des formations professionnelles spécifiées, pointues. Le problème, c'est qu'on a la masse critique, la masse que nous avons aujourd'hui n'est pas encore assez critique pour faire bouger assez grandement les lignes. Donc, on ne peut pas dire que l'histoire est contre la présence des femmes dans les milieux politiques. On a une culture, on a une histoire, oui, mais les exigences mondaines aujourd'hui font qu'on doit faire bouger les lignes pour que les femmes quittent les sphères jadis qui leur étaient réservées dans les petits rôles de famille. On laisse les femmes entrer dans les rôles majeurs de gestion de la société. Et ça permettra aussi à la communauté entière de bénéficier de la ressource, de toutes les ressources dont elle dispose pour faire avancer la société elle-même. Ok. Alors, je rappelle à nos amis auditeurs que dans le cadre donc, de ce jeu, du jeu radiophonique, Remue-Ménage, alors ils peuvent envoyer leur message via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 ou également sur notre page Facebook Centre d'études sociologiques et de sciences politiques. Je rappelle la question. Justine Béhanzin a été la première femme nommée ministre dans l'histoire politique de notre pays. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases. Mais alors, politique du genre, genre en politique, évidemment, c'est pas un jeu de mots. Est-ce qu'au Bénin, il y a une politique du genre? Est-ce qu'elle est mise en œuvre? Oui, tout à fait. D'abord, politique du genre en politique, oui, évidemment, c'est pas la même chose. Politique du genre, il faut déjà comprendre que c'est l'ensemble, d'abord, ça fait une vision des objectifs et puis l'ensemble des stratégies qui sont mises en œuvre pour une promotion du genre. Donc, c'est ça qu'on peut appeler politique du genre. En revanche,
le genre en politique, c'est évidemment comment est-ce que les rapports entre hommes et femmes sont organisés dans la sphère politique. D'accord? Donc, la politique du genre, c'est le genre dans toute sa diversité, aussi bien qu'est-ce que, quand on parle de politique, c'est qu'est-ce que, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'économie, en matière de différents domaines, qu'est-ce qu'on fait par rapport au genre. Donc c'est ça qui fait la politique du genre. Et oui, je peux dire que le Bénin dispose bien évidemment d'une politique nationale de la promotion du genre qui a été décliné même en programme d'action. Donc il y a un programme d'action de mise en œuvre de la promotion du genre au Bénin. Mais c'est réellement mise en œuvre, cette politique? Oui, bien entendu, on peut le dire. La politique est mise en œuvre. Il peut y avoir, et puis ça c'est pour ce qui concerne toutes les politiques des autres secteurs, la politique nationale pour la promotion des genres est bien mise en œuvre au Bénin. Il y a un ministère qui est chef de file en matière de tout ce qui est promotion des genres, c'est le ministère en charge des affaires sociales. Donc il y a une politique. Et puis moi, j'ai bien parcouru un peu ce document qui est bien élaboré d'ailleurs, avec des composantes assez bien élaborées. On sait que la politique nationale du genre au Bénin, la politique nationale de promotion du genre au Bénin, cible la composante autonomisation des femmes, par exemple. Voilà, l'autonomisation, la lutte contre la réduction de la pauvreté. La politique nationale cible également la question des droits des femmes. Vous voyez. Donc, autant d'éléments qui, en fait, bien mis en œuvre, pouvaient contribuer à une présence, à un champ bien mis en œuvre dans notre pays. Mais il faut ajouter que, et ça je salue les partenaires, parce que le gouvernement, quand on analyse les budgets, et ça c'est les limites en matière de mise en œuvre de projets, quand on analyse les budgets d'une année à une autre, la portion réservée à la question même des affaires sociales en général, et puis précisément la question du genre, les budgets sont très faibles. Les budgets sont très faibles. Les budgets sont très faibles et c'est les problèmes auxquels le secteur est confronté. En revanche, on a les partenaires qui investissent beaucoup. Ça, je sais qu'il y a plusieurs ONG, aussi bien locales et internationales, qui s'investissent dans la question de la promotion du genre, la réduction des violences basées sur le genre, l'autonomisation, et voilà. Maintenant, je dis la politique est mise en œuvre, mais il y a des aspects qui méritent d'être approfondis, d'être améliorés. D'accord. Madame Mireille Agossou, ces aspects dont parle Monsieur Zegba, vous pouvez les énumérer quelques-uns? Bon, c'est surtout l'accès aux instances de prise de décision, justement, c'est-à-dire la femme en politique. Et le ministère de la Famille, et bon, je crois qu'en collaboration avec les ONG, travaillent depuis quand même pas mal de temps pour qu'il y ait une meilleure représentation des femmes dans les instances de prise de décision. Bon, nous avons le résultat que nous avons, mais vraiment un travail colossal est fait. Et c'est vrai que chaque fois, on met en exergue la volonté des femmes elles-mêmes. La volonté des femmes elles-mêmes. Et c'est vrai aussi que les pesanteurs sociologiques reviennent à un moment donné, parce que, effectivement, genre en politique, il faut voir le niveau d'accès des hommes et des femmes dans les sphères de décision. Le niveau d'accès des femmes est très très faible. Prenez le nombre de femmes à l'Assemblée depuis près de 28 ans. Mais on n'a jamais dépassé, je crois, 10 femmes députées. On n'a jamais dépassé. On n'a jamais eu plus de 2 femmes maires. On n'a jamais eu 3 femmes maires, je pense. On en a 3 actuellement. Mais on va y revenir. Mais on va faire. Jamais eu plus de 3. Oui. On va faire un tour. On va écouter donc la chronique et vous laisser souffler un peu. Le temps de revenir, de continuer avec les questions.
FM tous les dimanches à partir de 18h reçoit ce dimanche Monsieur Kosoba Nanako, docteur en droit public, et Monsieur Fiacre Loko Ompatin, juriste et chercheur. Ils débattront sur le thème la Constitution. Prenez le rendez-vous ce dimanche à partir de 18h sur Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Aristote disait, l'humain est un animal politique. Alors tout humain est lanciné par la soif de diriger, de commander. La politique étant l'art de diriger ou de gérer une cité, parler de genre et de politique reviendrait à analyser la situation et les rôles des hommes et des femmes dans la gestion de la cité. Le genre faisant référence à la répartition traditionnelle des rôles dans une société suivant le sexe. Ainsi, dans l'entendement commun et selon la répartition traditionnelle des rôles, l'homme est le chef, le breadwinner, donc détient le commandement et travaille dans la sphère publique. Il est appelé à gérer la cité. Quant à la femme, elle est la caregiver, prend soin du foyer et travaille dans la sphère privée. Telle est la conception du genre selon les construits sociaux et la place de chacun vis-à-vis de la politique ou des fonctions de l'État. La séparation des rôles productifs et reproductifs en sphère publique et privée a pour conséquence la socialisation sexuée qui pousse les femmes à s'estimer illégitimes pour exercer un mandat politique. Même quand elles sont compétentes, elles sont peu encouragées dans leurs ambitions par leur entourage. Bien que les mutations d'après-guerre au XXe siècle aient bouleversé ces conceptions et montré la capacité des femmes à diriger, leur entrée dans la sphère publique et les fonctions politiques s'est faite timidement. Le mois de mars est toujours l'occasion pour parler de la femme, de ses droits, avec des déclarations poétiques sur ses qualités de leader. Au Bénin, quelle est la situation des femmes en politique? Le succès politique est-il lié aux gens? On est tenté de répondre oui. Les exigences du militantisme politique, telles que la disponibilité, la liberté d'aller et venir, parfois à des rencontres tardives, la persévérance dans l'engagement politique, les moyens financiers pour la mobilisation constante autour de son idéologie politique, sont choses rares chez les femmes. De même, l'image de la femme en politique ressemble encore fort bien à celle de l'insoumise, qui contraste avec le genre, les rôles dévolus traditionnellement à la femme dans notre société. La femme a encore besoin de la permission de son mari pour s'engager. Même instruite, elle reste une ménagère qui doit assumer toutes les tâches de son foyer et veiller sur le bien-être de sa famille. Parfois, elle doit choisir entre son ménage et la politique. Avant que l'article 26 de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin dispose du principe de l'égalité juridique entre l'homme et la femme, le statut de la femme était peu reluisant en politique. Si on accuse souvent nos coutumes d'empêcher l'émergence des femmes en politique, plus loin, avant la colonisation, le Dahomey a valorisé les femmes avec le régiment des Amazones qui en abritait 200 et représentait 30% de l'armée, ayant remporté plusieurs batailles sous le règne du roi Guézo. Elles ont joué un rôle important dans l'espionnage et les batailles finales lors des guerres. Aussi, sous le parti de la République populaire du Bénin, la création des organisations révolutionnaires féminines a permis aux femmes de s'engager ouvertement en politique et militer, mais toujours pour soutenir parents, maris. Elles ont continué à être membres en arrière-plan des partis politiques malgré l'instauration des quotas en 1975 suite à la déclaration de la première décennie de la femme. L'ouverture au multipartisme en 1990 a très peu amélioré la tendance. Actuellement, et près de 60 ans après l'ascension du Bénin à la souveraineté nationale, les femmes peinent toujours à se faire une place dans l'espace politique de leur pays. Bien qu'elles constituent plus de la moitié de la population béninoise, soit 52,2% au dernier recensement, les femmes sont majoritairement en marge de la vie politique. Elles sont rares dans les arènes de décision et se garantissent difficilement un bon positionnement sur les listes électorales. Néanmoins, celles qui ont créé et dirigent un parti politique arrivent à se positionner et à occuper des fonctions de nomination. Certaines arrivent également à s'imposer par leurs compétences professionnelles.
Même si on indexe souvent l'analphabétisme de la majorité des femmes pour expliquer leur faible intégration à la sphère publique, notre Parlement n'est pas pour autant peuplé seulement de hauts gradés. Tous reconnaissent que la place de la femme en politique, dans les partis politiques, dans les fonctions républicaines au cœur du pouvoir d'État, est un grand atout pour la démocratie et la bonne gouvernance, même si c'est souvent pour faire un clin d'œil aux bailleurs sur des projets. Ainsi, depuis 2012, des voix s'élèvent pour demander la fixation d'un quota pour les femmes en ce qui concerne les postes politiques. Cette option a été étudiée en août 2018 au Parlement, proposée dans un projet de loi portant modification de la loi fondamentale. Elle a échoué avec le rejet du dit projet. En attendant, le militantisme, le parti politique qui est le creuset d'expression et d'engagement dans la sphère politique, continue d'écrire leur histoire au masculin. La question reste entière. Pourquoi les femmes ont du mal à émerger, à être acceptées dans la sphère politique? Alors, je rappelle que cette chronique a été réalisée par Dr Abigail Elisha. Alors, donc, nos auditeurs peuvent également réagir au numéro 65 00 24 24 ou au 61 53 90 53. Donc, l'antenne est ouverte si nous pouvons enregistrer quelques réactions. Absolument. Ben, Madame Mireille Agossou, et votre réaction, et Dr Abigail Elisha a fait carrément un point global. Elle a pratiquement tout résumé. Il n'y a pratiquement plus rien à dire après ce qu'on vient d'écouter. C'est vrai, je crois qu'elle a vraiment brossé elle a peint le tableau, justement, et de ce qu'est le genre au Bénin et surtout la situation de la femme. Parce que quand on dit genre, c'est vraiment les deux, l'homme et la femme. Et bon, c'est parce que, en fait, le genre, c'est une approche qui permet de faire ressortir les inégalités. Et en même temps qu'on fait ressortir les inégalités, on cherche les stratégies justement pour les corriger, pour que la femme ne soit pas à un niveau trop bas, mais qu'on essaye de la remonter par différentes mesures, l'autonomisation par exemple par les microcrédits, la scolarisation des filles, la scolarisation et le maintien des filles à l'école. C'est très important pour qu'elles puissent, parce que souvent c'est les filles qui sont victimes de déperdition scolaire. Mais elle a abordé le problème de la constitutionnalisation et notamment la question de la participation de la femme qu'on a voulu inclure dans la Constitution. Mais la Constitution, c'est-à-dire, moi je trouve souvent que notre Constitution, et malgré quelques dispositions, notre Constitution est parfaite. Hein. Quand vous prenez l'article 20, elle le dit déjà, que l'homme et la femme sont égaux en droit. Absolument. On n'a plus besoin de constitutionnaliser autrement l'égalité ou le genre. Non, il y a juste maintenant à prendre une loi. Parce que la Constitution donne les grands principes. La Constitution dit l'homme et la femme sont égaux en droit. Et elle va plus loin. Elle dit que ceux qui sont en position de vulnérabilité, c'est-à-dire la femme enceinte et les enfants, doivent être protégés. L'État doit prendre les mesures pour protéger la femme enceinte et les enfants. La preuve, quand on distribue les moustiquaires, à qui on les distribue? Aux femmes enceintes, aux femmes qui ont des bébés de 0 à 5 ans. Vous voyez, oui. On ne distribue pas à une femme qui n'est pas en position de vulnérabilité. Donc, la Constitution, par rapport aux gens, est déjà parfaite. Et la preuve, quand les députés, je me rappelle, c'était en 2007, je crois, quand ils ont voulu modifier le code électoral en introduisant le quota, le fameux quota des 30%, mais la Cour les a renvoyés pour dire non. La Constitution est claire. Si vous mettez un quota de 30%, vous mettez de la discrimination. C'est clair. Il y a égalité en droit
entre l'homme et la femme. Mais cela n'empêche pas qu'il y ait une discrimination positive pour corriger... Non, non, c'est pas une question. Si c'était, ça dit, il aurait fallu modifier la Constitution. Mais la Constitution est déjà... Et c'est pareil aussi quand on a voulu mettre en conformité le Code des personnes et de la famille. Je me souviens, les députés avaient érigé la polygamie en principe. Non. En tout cas, il y a eu un va-et-vient et à un moment donné, on a dit, bon, et on accepte la monogamie, mais la polygamie est là. Et si la femme accepte, à condition que la femme donne son accord. Avis, ouais. Mais les sages de la cour ont dit non. Il y a égalité en droit, donc c'est la monogamie ou rien. Et les députés étaient obligés de mettre en conformité. Alors, docteur... Qu'est-ce que vous voyez? Donc le genre est déjà présent dans la Constitution. Oui. Ce que, si vous permettez, ce que nous, organisation de la société civile, parce que moi, j'ai été coordonnatrice de la plateforme pour la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Et on a travaillé pour que, je crois que c'était l'honorable Debourou qui avait proposé une loi sur l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux fonctions nominatives et électives. Mais quand les députés ont mis le débat, mais on a entendu des choses épouvantables, je vais dire. Mais ils n'étaient plus d'accord. Parce qu'ils se sont rendus compte que, si on prend cette loi, mais on est cuit. Elle devient une menace. Mais oui, parce qu'on est obligé de positionner autant de femmes que d'hommes. Et je rends hommage à la présidente du Rifonga qui a dit que le positionnement doit aller encore plus loin. Ça doit être vertical et horizontal. Ça veut dire quoi? Si le premier titulaire, c'est un homme, le suppléant est une femme. Si le deuxième sur la liste est une femme, le suppléant c'est un homme. Vous voyez? Jusqu'au bout. Mais les députés ont vu que si on fait ça, il y a beaucoup qui ne reviendront pas. Ah ouais. Mais ils ont rejeté la loi sine die. Mais maintenant, pourquoi vouloir mettre ça dans la Constitution alors qu'une loi pouvait permettre de régler le problème et c'était fini? On a compris. Alors, revenons au studio en quittant les discussions du Parlement. Alors, Dr Darius Grégoire, dites-nous, mais on a compris avec cette chronique qu'il y a un certain nombre de contraintes qu'il faut absolument donc lever. Oui, évidemment, il y a plusieurs types de contraintes que généralement je résume à la question de l'éducation. L'éducation, et puis avec plusieurs paliers, l'éducation et plus précisément l'instruction des femmes. Parce qu'on parle aussi de la rareté des femmes compétentes. Voilà, bon, vous ajoutez compétence, c'est lié à ça. Dans les instances de prise de décision, ce n'est pas seulement du fait des pesanteurs sociologiques, c'est aussi du fait de l'existence de certaines compétences pointues, spécifiées. Bon, je ne dis pas que les femmes n'ont pas toujours ces compétences, mais on n'a pas toujours l'effectif qu'il faut par rapport à certains domaines. Donc, si on réussit au niveau de l'éducation déjà à ce que les filles soient scolarisées, soient maintenues dans le cursus scolaire jusqu'au niveau supérieur et qu'on ait, par exemple, à part égale à la sortie des universités, 50% de compétences disponibles, aussi bien d'hommes que de femmes. Oui, je rêve à cela. Si on a cela, on ne sera plus gêné, on ne va même plus avoir des difficultés à voir est-ce qu'il faut prendre une femme ou est-ce qu'il faut prendre un homme dans tel secteur. Il suffira juste de voir quelles sont les compétences disponibles et on prend. C'est ce qui se fait dans les pays occidentaux où on ne parle plus, dans certains pays évidemment, où on ne parle plus de promotion du genre et autres. C'est parce que le système éducatif est de sorte que on a les compétences féminines qui sont à foison dans tous les domaines. Donc, il y a un accent qu'on doit mettre sur l'éducation, sur la scolarisation des filles. Et après cela, il y a aussi les hommes aussi qu'il faut éduquer. Il
Les hommes qu'il faut éduquer à comprendre la valeur ajoutée de la femme dans les sphères de la gestion de la société, aussi bien en économie, en politique, parce que, heureusement ou malheureusement, on sait, il y a encore des hommes qui ne conçoivent pas avoir une femme comme responsable, comme directrice, comme chef. Donc il y a des hommes qui ne le conçoivent pas. Donc il y a de l'éducation à faire à ce niveau. Ce n'est pas complaisant, c'est une question de sociologie sur laquelle on peut travailler. Voilà. Donc je dis, les hommes aussi doivent être éduqués à comprendre la valeur ajoutée de la présence des femmes dans les sphères de la gestion de la société, économie, politique et autres. Je veux faire un petit crochet sur la question de la constitutionnalisation des gens. Effectivement, quand on y réfléchit, on dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je ne veux pas dire pas assez mûri ou réfléchi. Bon, bref, la Constitution a déjà établi l'égalité juridique de l'homme et de la femme. Pourquoi y revenir? On pouvait, comme elle a dit, prendre des lois, et puis on a aussi une politique nationale de promotion des genres. Qu'est-ce qu'on fait pour la mise en œuvre de cette politique nationale de la promotion des genres? On peut évaluer sa mise en œuvre, identifier les goulots d'étranglement, voir quel investissement on y met pour que les questions d'autonomisation, la question de renforcement des capacités, parce qu'il parlait tantôt d'éducation, tout ça. Donc ça, c'est le renforcement des capacités de la société civile aussi. Qu'est-ce qu'on fait pour appuyer la société civile? Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, peut-être qu'elle est mieux placée pour le dire, combien est-ce que le gouvernement met dans le renforcement de la société civile, des acteurs de la société civile qui s'investissent dans la promotion des gens. Je ne sais pas combien. Et puis, il y a aussi la question, tout n'est pas dans les lois ni dans les textes, c'est aussi dans la tête. On a beau écrire dans la Constitution, si ceux qui sont chargés de mettre en œuvre, ceux qui ont le pouvoir en matière de décision par rapport à tout ce qui est décliné, s'ils n'ont pas dans la tête la nécessité, s'ils ne comprennent pas la valeur ajoutée de la présence de la femme, ils peuvent bien violer. Et si la Constitution aussi dans plusieurs dispositions ne permettent pas les sanctions, n'indiquent pas les sanctions qu'il faut par rapport à certains acteurs, notamment le gouvernement, le chef d'État et autres, il n'y a pas des sanctions bien élaborées. Donc, Monsieur Agosso, il appartient priorité. Monsieur Vegba, autant pour moi, madame. Monsieur Vegba et Darius, mais il appartient quand même aux femmes de se battre pour accéder à ces instances de décision. Quand on parcourt l'histoire politique du Bénin, mais Madame Justine Béanzin, sage-femme de profession, par exemple, dans les années 1950-1960, s'est battue réellement. Elle avait une combativité féroce pour participer à la politique. Dans les années 80, mais avec sa combativité, Madame Rafiatou Karimou a été la première femme ministre, nommée ministre. L'autre était la première femme, Justine Béanzin, la première femme engagée politiquement. Mais elle s'était battue. À ce temps, il n'y avait pas encore ce concept de genre et autres, mais aujourd'hui... C'est pourquoi déjà on avait répondu à cette question en disant que l'histoire n'est pas contre le genre. Évidemment. Donc, il faut cette combativité de ces exemples années-là. bien confirmer cela. Oui. Deuxième chose, les femmes, on ne peut même pas leur reprocher l'esprit combatif. Les femmes sont déjà même plus combatives que les hommes. Si on fait des analyses palier par palier descendant, quand on prend l'économie par exemple, la combativité des femmes dans l'économie béninoise, c'est immense. La combativité des femmes pour la vie de la famille, aujourd'hui, c'est immense ce que les femmes font pour sauver leur foyer. Vous voyez, donc les femmes ont déjà l'esprit combatif en elles. Le travail à faire, je l'ai dit tout à l'heure, en matière d'éducation, il faut éduquer les hommes aussi à comprendre la valeur ajoutée que les femmes apportent. Parce que il se trouve, notre culture est patriarcale, et on a des hommes, la plupart, dans les instances de décision, ce sont les hommes qui sont présents, c'est eux qui prennent les décisions aujourd'hui. Il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent donner et qu'ils doivent laisser place aux femmes pour qu'elles exercent leurs compétences. Il faut que les hommes le comprennent. Vous voyez, d'un gouvernement à un autre, on note
une légère augmentation des femmes, et puis drastiquement on diminue. Au niveau du Parlement, c'est pareil. Dans les instants, dans les présidents des institutions, c'est pareil. Il faut que les hommes comprennent que la présence des femmes à leur côté est une valeur ajoutée incommensurable qui même soulage les hommes aussi en matière de... On a compris. Madame, ça veut dire qu'on peut rêver un jour que donc une femme devienne présidente du Bénin. Est-ce que c'est possible? Pourquoi pas? Si elle a les compétences, je pense que... Parce que la question se pose chaque fois, mais comment se fait-il que nous sommes 52% de la population et que Marie-Élise Bédot a essayé en 2001 qu'elle ait échoué, après Zanou, etc. C'est un problème d'organisation, mais M. Weber a mis l'accent sur l'éducation des hommes. En vérité, notre société traditionnelle ne met pas trop l'accent sur l'éducation des hommes. Vous voyez, la petite fille, on l'éduque très tôt, et aux travaux domestiques, etc. Et dès qu'elle commence à avoir l'âge de puberté, les premières règles, tout de suite, on commence à lui mettre dans la tête, fais attention, et il faut que tu trouves un bon mari. Voilà, la famille, c'est ça. Il faut que tu trouves un bon mari, que tu lui sois obéissante, etc. Et dans le même temps où on dit ça à la fille, on dit au garçon, il faut pas te laisser faire, tu dois être homme, un homme ne pleure pas, un homme, etc., etc. Vous connaissez. Bon, madame, nous avons compris. Nous avons compris qu'il faut éduquer les hommes. Nous sommes arrivés au thème de l'émission. Nos invités nous ont aidés aujourd'hui à appréhender davantage le concept de genre et les obstacles à l'émancipation et à l'émergence de la femme en politique. Après avoir analysé la situation, ils ont proposé des pistes de solutions pour un développement avec les femmes, aux côtés des hommes et non derrière les hommes. Femmes, genre et politique était donc le thème du jour, Savoir politique. C'est une émission à caractère pédagogique axée sur l'instruction civique. Il y avait au studio Madame Mireya Gossou, juriste et formatrice en genre et développement, et Darius Wegba, sociologue du développement, administrateur de projet et expert en genre. Merci d'avoir été à notre compagnie. Au micro, c'était Alain Tosnon et Virgile Ouessou. Nous nous retrouvons pour le prochain numéro le 28 octobre. Avec comme thème gouvernance et redevabilité. Merci de prendre rendez-vous. Bonsoir chez vous.